Mon nom est Michel Barbier, je suis directeur général de Génium 360. Merci d'être avec nous ce midi pour cette conférence sur les prévisions des perspectives économiques et financières du mouvement Desjardins. Ce webinaire est une nouveauté pour Génium 360 et nous avons pensé que ça allait vous plaire parce que nous savons que nos membres sont très intéressés par les questions financières et surtout économiques. Dans le contexte actuel, je pense que nous sommes tous curieux de ce que les experts ont à dire sur le sujet. La présentation qui suit foisonne de ces données pertinentes qui nous donnent un aperçu de la température de l'eau du contexte économique actuel particulier, alors que la Banque du Canada est attendue pour bouger ou pas sur le taux directeur. C'est pourquoi il me fait plaisir d'accueillir M. Benoît Durocher, directeur et économiste principal au Mouvement Desjardins, pour nous en parler. Bonjour, M. Durocher. Bonjour. Alors, M. Durocher nous a préparé une présentation d'environ 45 minutes et par la suite, il répondra à vos questions. Je vous invite à nous transmettre vos questions tout au long de la conférence via le module Q&A de Zoom. Nous allons poser les questions les plus populaires de notre conférencier à la toute fin. Je tiens à remercier notre partenaire Desjardins pour ce webinaire et bien sûr, je vous invite à consulter la section privilèges de notre site Web pour en savoir plus sur les offres que Desjardins accorde à nos membres de Génium 360. Sur ce, je cède la parole à M. Durocher. Bon webinaire. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je vous partage mon écran pour commencer. Et voilà, c'est fait. En théorie, vous la voyez, faites-moi signe, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, je pense pas que je vais voir les mains levées, là. Donc, si jamais il y a quelque chose en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Et il va y avoir une période de questions là, à la fin également là, pour répondre à vos questions. Donc, perspective économique et financière, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis un bon bout de temps. En fait, disons, pour un économiste, c'est une bonne période là, pour exercer sa profession. Et ici, on a un graphique, en fait, sur l'inflation. En fait, l'inflation au Canada, la ligne vert pâle, mais aussi l'inflation un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, dans la zone euro et au Royaume-Uni. Et vous le savez sûrement, donc l'inflation qui a fortement augmenté. Au lendemain de la pandémie, en fait, on se retrouvait avec une tempête parfaite pendant la pandémie, hein, avec des gens qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne, donc une demande très vigoureuse, mais accompagnée d'une offre qui était déficiente, parce qu'on sait qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. On a tous en tête plusieurs pénuries qui sont survenues en 2020, 2021 et même jusqu'en 2022. Et donc, ces problèmes d'offres-là, combinés à une demande très forte, ont amené des augmentations de prix un peu partout sur la planète. Au Canada, on a atteint un sommet d'une inflation à 8,1 en juin 2022. Si vous m'aviez posé la question en 2020, est-ce que c'est possible qu'un jour l'inflation au Canada remonte jusqu'à 8,1 je vous aurais dit, ben non, c'est impossible. La Banque du Canada euh, fait la gestion de sa politique monétaire avec une cible entre 1 et 3 pour l'inflation, une moyenne à 2. Elle a une grande crédibilité. Ça fait des décennies qu'elle parvient très bien à maîtriser l'inflation. Une inflation à plus de 8 c'est des choses du passé, c'est des affaires des années 80-90, on ne verra plus jamais ça. Et malheureusement, les on ne verra plus jamais ça n'ont pas tenu la route. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on ne pensait pas voir qui sont survenues pendant cette période-là. Mais là, ce qui est quand même la bonne chose, on le voit là, dans les graphiques, on s'en va dans la bonne direction un peu partout sur la planète. Donc, l'inflation qui commence à ralentir de façon quand même assez marquée. Et ça, en fait, c'est pour deux raisons. En fait, une combinaison de deux facteurs. Je vous ai mentionné les fameuses chaînes d'approvisionnement mondiales tout à l'heure. On le voit ici, le graphique, là, la courbe vert foncé, c'est un indice sur les pressions sur les chaînes d'approvisionnement. Et à quel point qu'effectivement, ces pressions-là avaient fortement augmenté au lever des restrictions sanitaires lors de la pandémie. Et ça, on le voit, la corrélation avec donc, cet indice de pression-là sur les chaînes d'approvisionnement versus un indice de prix mondial qui est la courbe vert foncé. On voit que la corrélation est très, très bonne. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est où on en est maintenant. Donc, on voit la courbe vert foncé qui s'est fortement améliorée. En fait, on est rendu dans une situation plutôt normale au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et dans cette courbe-là, il n'y a aucune prévision. C'est juste du réalisé.
Et donc, dans le fond, c'est très rassurant et ça nous laisse croire là, que, bien évidemment, les prix vont continuer à s'améliorer un peu partout sur la planète en raison de cette amélioration-là du côté de l'offre. Donc, du côté de l'offre, ça s'améliore. Évidemment, on n'est pas resté les bras croisés. On a voulu jouer aussi sur la demande. Donc, on a voulu restreindre la demande. Et là, la recette était partout pareille sur la planète avec des hausses très importantes des taux d'intérêt des banques centrales partout sur la planète. Vous avez la Banque du Canada en vert foncé, mais vous avez aussi la Réserve fédérale en Europe et en Angleterre aussi. Donc, la recette était la même partout. Et c'était quand même assez exceptionnel, ce resserrement monétaire-là, pour deux raisons. Premièrement, l'amplitude du resserrement. On est passé de taux d'intérêt pratiquement à zéro. Ça, c'est une autre chose que je n'aurais jamais pensé voir au cours de ma carrière. Mais oui, des taux d'intérêt pratiquement à zéro à des taux d'intérêt, par exemple, au Canada, à 5 Donc, une augmentation quand même assez considérable en termes d'amplitude des taux d'intérêt. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de regarder dans quel laps de temps ça s'est fait. Donc, ça s'est fait dans un laps de temps de quelques trimestres, donc très, très rapide comme resserrement monétaire. On a juste à penser, par exemple, si on regardait lors de l'épisode de 2017 à 2019, à quel point c'était beaucoup plus graduel comme remontée des taux d'intérêt directeurs. Cette fois-ci, c'était vraiment, en fait, ça a été un électrochoc qu'on a voulu donner carrément à la demande pour venir freiner la demande un peu partout sur la planète. Et là, évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, plutôt. Et on voit là, les conséquences de cette volonté de ralentir la demande, bien, ça a des effets sur l'économie un peu partout sur la planète. Puis là, je pourrais vous montrer une multitude de graphiques là, qui montrent un peu l'effet restrictif des hausses de taux d'intérêt sur l'économie partout sur la planète. Évidemment, on va se concentrer seulement sur certains indicateurs, mais le message est à peu près le même un peu partout. Donc, on voit ici un indice de confiance des entreprises un peu partout sur la planète. Et en fait, à quel point, dans le fond, que ces hausses de taux-là est venu ralentir, même freiner la confiance des entreprises partout sur la planète. Donc, l'effet restrictif se fait vraiment sentir. Puis une chose qu'on peut voir aussi, c'est que vous avez ici un graphique sur les variations trimestrielles du PIB réel pour différentes régions. Et en fait, le message, c'est à regarder en fait un peu partout à quel point soit les variations trimestrielles du PIB réel, qui est dans le fond l'indicateur pour la croissance économique, qui nous donne une mesure de l'ensemble de la production d'une économie, mais à quel point ces variations-là sont soit très, très faibles, près de zéro, ou même dans certains cas, on a même eu des diminutions, donc en territoire négatif. Donc, pas vraiment de grosse récession, pas vraiment de récession non plus au Canada, parce que je vous le rappelle, la définition technique d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB réel. On ne l'a pas eu. Mais on voit que, comme partout ailleurs, c'est quand même très morose comme climat et comme croissance. Deux exceptions, puis c'est là que j'ai mis mon encadré. Première exception, la Chine, où quand on regarde ça par rapport aux autres, on se dit, ben là, eux autres, ils s'en sortent quand même assez bien avec une forte croissance. Je vais y revenir. Et la deuxième exception, c'est les États-Unis. Oui, ça roule un petit peu moins fort, mais quand on se compare aux autres pays, la croissance est quand même très, très forte aux États-Unis. Il y a deux facteurs qui expliquent ça. J'y reviens dans un instant. Donc, pour la Chine, oui, quand on regarde ça, 5,2 de croissance par rapport aux autres pays, on se dit, ben là, ils sont en business, ça va bien en Chine. Mais il faut comprendre que la Chine, c'est un pays à part. Évidemment, c'est une économie planifiée. Puis quand on regarde, on compare ce 5,2 de croissance-là par rapport, on va oublier évidemment la pandémie, mais par rapport à ce qu'on est habituellement, à ce qu'on observe habituellement du côté de la Chine, le 5,2 on voit que c'est quand même inférieur à ce qu'on est habitué en termes de croissance. Donc, 5,2 la plupart des économies seraient très heureuses d'avoir cette croissance-là, mais pour la Chine, ça demeure quand même très, très faible. Puis quand on regarde nos projections pour la Chine, on anticipe qu'effectivement, ça devrait demeurer assez faible. Donc, on a une croissance prévue de 5 pour cette année et 4,1 pour l'année prochaine. Donc, un climat le ralentissement de la demande mondiale qui va continuer à se faire sentir sur l'économie de la Chine et une inflation qui va demeurer, somme toute, quand même assez bien maîtrisée. Là. Quand on regarde nos projections, on reste en bas de la cible d'inflation pour la Chine. Donc, de ce côté-là, l'inflation va rester quand même assez maîtrisée en Chine. Et ça, c'est une bonne idée, une bonne nouvelle plutôt pour quand on parle d'inflation maîtrisée en Chine. Parce qu'il y a quand même, évidemment, un effet qui est exporté, en fait, un peu partout ailleurs dans le monde. Puis si vous avez une relation entre les prix à la production en Chine, donc la courbe vert foncé,
Et les prix des biens aux États-Unis, évidemment, on exclut l'aliment, les énergies, l'automobile qui sont très volatiles. Donc, les biens de référence, si on veut, du côté des États-Unis. Là, on voit que la corrélation entre les deux est très, très forte. Puis en fait, c'est un peu ça. En fait, les Américains importent une grande partie de ces biens-là. Et si les biens, la croissance des prix de ces biens importés-là est maîtrisée du côté de la Chine, bien, évidemment, ça a des répercussions aux États-Unis. Et c'est ce qu'on voit là, depuis un certain temps. Donc, la baisse des prix des biens à la production en Chine qui entraîne aussi un ralentissement de la croissance des prix des biens aux États-Unis via les importations. Donc, ça, quand on parle de maîtriser l'inflation, tout ça va dans la bonne direction. Puis ça témoigne à quel point, dans le fond, d'avoir augmenté les taux d'intérêt un peu partout dans le monde, ça vient ralentir la demande mondiale et ça a des répercussions un peu partout sur la planète. Du côté des États-Unis, donc deux facteurs qui viennent expliquer pourquoi un peu ils s'en sortent un peu mieux que les autres. Une façon de le voir ici, vous avez un graphique de l'évolution des dépenses de consommation, donc réelles, donc on enlève l'inflation, mais on ramène ça par habitant, donc vraiment pour comparer là, par individu. Et ce qui est intéressant de voir à quel point que les États-Unis, donc la courbe vert pâle, à quel point qu'à partir de 2020, elle se distingue des autres pays parce que dans la plupart des régions, incluant au Canada le vert foncé, en fait, on a plutôt une stagnation des dépenses de consommation par individu, ce qui est un peu normal dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent. Mais aux États-Unis, ça a continué à augmenter. Et là, évidemment, on peut se poser des questions, mais il y a plusieurs facteurs, mais le plus grand facteur, je pense, qui peut expliquer cette divergence-là, puis pourquoi que les États-Unis réagissent moins probablement aux hausses de taux d'intérêt, c'est par le biais des taux hypothécaires. Tu sais que, par exemple, au Canada, quand les taux hypothécaires augmentent, les termes hypothécaires, soit sont variables, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est rare qu'on va au-delà du 5 ans en termes d'échéance pour les prêts. Donc, les renouvellements reviennent quand même assez rapidement. Donc, les consommateurs, les ménages, doivent un jour ou l'autre faire face à ces augmentations de taux d'intérêt. Aux États-Unis, c'est un des endroits dans le monde où les termes hypothécaires sont les plus longs. En fait, la plupart des prêts hypothécaires sont souvent sur des termes de plus de 30 ans. Et donc, ça veut dire que les gens, la plupart des gens sont un peu prémunés de ces hausses de taux-là. Donc, même si la hausse de taux est effective, mais tant que le prêt hypothécaire poursuit sur les mêmes termes, bien, on ne doit pas faire face aux augmentations de taux d'intérêt. Donc, l'effet restrictif est beaucoup moins automatique, on va dire ça comme ça, aux États-Unis, sur les ménages américains qu'ailleurs dans le monde. Un autre élément aussi qui joue beaucoup du côté de l'économie américaine, c'est du côté des investissements en construction non résidentielle dans le secteur manufacturier. Donc, on voit ici l'évolution en milliards de dollars, à quel point que récemment, ça a explosé ces investissements-là. Et donc, ces investissements-là viennent stimuler la croissance. Ce qui est en arrière de ça, en fait, deux choses. Un, on a parlé des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, ça a été une espèce de réveil pour plusieurs pays industrialisés de voir à quel point on était un peu dépendant de différentes régions pour la production. Donc, il y a une espèce de volonté de rapatrier une partie de la production et d'être moins dépendant de la production de pays étrangers. Et surtout, en fait, un des secteurs qui se démarque à ce sujet-là, c'est vraiment du côté des puces électroniques. Vous savez, vous vous souvenez les fameuses pénuries de puces électroniques qu'on a observées pendant la pandémie. Bien là, il y a plusieurs projets d'investissement aux États-Unis pour venir fabriquer aux États-Unis ces fameuses puces. Et ça aussi, ça vient gonfler beaucoup les investissements. Ça fait en sorte que si on regarde nos prévisions économiques pour les États-Unis, en botanique, toujours les prévisions trimestrielles, bon, on voit que on prévoit encore une croissance là, relativement forte, malgré les taux d'intérêt quand même très élevés aux États-Unis. Donc, pas vraiment de gros ralentissement du côté de la croissance américaine qui est prévue pour les prochains trimestres. Une chose à surveiller, évidemment, c'est les élections américaines. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui va être le nouveau président des États-Unis. Est-ce que ça va être Joe Biden ou Donald Trump? Ici, vous avez un graphique, en fait, qui montre l'évolution de l'incertitude économique associée à la politique commerciale. Et on voit à quel point ces incertitudes-là ont fortement augmenté pendant le premier mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
Donc, évidemment, ce qui va être surveillé, c'est si jamais M. Trump est réélu à la présidence des États-Unis, ben, le danger, c'est de rejouer un peu dans le même film et de retourner dans un climat d'incertitude quand même assez élevé pour le commerce international. On se rappelle que dans le premier mandat de M. Trump, c'est là qu'on avait une, une renégociation un peu forcée de la part des Américains de l'accord de l'ALENA. Donc, ça témoigne à quel point que les risques associés à la politique, au commerce extérieur et aux exportations pourraient augmenter quand même considérablement advenant une élection de Donald Trump. Au Canada et aux États-Unis, j'ai parlé beaucoup des hausses de taux au Canada. Donc, on voit ici un graphique de chacune des augmentations de taux d'intérêt qui a eu lieu au Canada. Donc, la première, c'est le 2 mars 2022 et la dernière, c'est le 12 juillet 2023. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est ça fait combien de temps que ces hausses de taux-là ont été annoncées par la Banque du Canada. Et ce que la Banque du Canada nous dit, dans le fond, c'est que c'est bien beau augmenter les taux d'intérêt, faire l'annonce. Bon, oui, il y a un petit effet quand on fait l'annonce, mais que l'effet soit vraiment maximal sur l'économie, il faut attendre entre 6 et 8 mois. Donc, entre 1 an et demi et 2 ans, avant que le plein effet maximal restrictif d'une augmentation de taux d'intérêt se fasse sentir sur l'économie. Et ça veut dire que bon, c'est juste les quelques premières augmentations de taux d'intérêt qui sont au-delà de cet effet maximal-là. Mais les 3-4 dernières augmentations de taux d'intérêt qui ont été décrétées n'ont pas fini encore de faire sentir leur effet maximal restrictif sur l'économie canadienne. Ça veut dire que même si on a arrêté de monter les taux d'intérêt depuis presque 1 an maintenant, mais les effets restrictifs des hausses de taux d'intérêt continuent à s'accumuler au Canada et au Québec en raison de cet effet retardé. Une façon de le voir, ici, on voit en fait un graphique sur le pourcentage des prêts hypothécaires qui sont renouvelés. Puis quand ils sont renouvelés, bien, par la force des choses, ils sont renouvelés à des taux d'intérêt plus élevés. Puis on peut le voir, là, là, on est rendu à fin, mettons, la fin 2023 est passée, on est à 45 %. À la fin 2024, on va être dans le coin de 60. Et il y a une grande proportion des prêts qui vont être renouvelés en 2025 et 2026. Et ces prêts-là vont aussi être renouvelés à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, on le voit, l'espèce d'effet retardé des hausses de taux qui vont continuer à s'accumuler en 2025 et 2026, même si non seulement les taux d'intérêt ils ont arrêté de monter, mais en plus, on anticipe des baisses de taux là, cette année, l'année prochaine, puis probablement peut-être même en 2026, mais les taux d'intérêt ne baisseront pas suffisamment pour atteindre le niveau qui est plus bas que le niveau initial lorsque le prêt hypothécaire a été contracté. Donc, inévitablement, on doit faire face à des taux d'intérêt plus élevés lors du renouvellement. Si les couleurs, évidemment, c'est selon les différents types d'hypothèques, mais ce qui est surtout important, c'est le point là, qui est le total de l'ensemble des hypothèques. Et cet effet restrictif-là, donc, se fait sentir sur les ménages. Quand on regarde l'évolution des dépenses de consommation, puis qu'on regarde la variation depuis qu'on a commencé à monter les taux, donc depuis le deuxième trimestre de 2022, bon, on le voit, là, il y a plusieurs types de dépenses là, qui sont en baisse. En fait, c'est souvent les dépenses qui sont sensibles au taux d'intérêt ou modérément sensibles au taux d'intérêt qui baissent quand même de façon marquée. Donc, une réaction des ménages au taux d'intérêt. Ce que déjoué le pronostic au Canada? Puis honnêtement, si on s'était parlé là, peut-être 1 an et demi, je vous aurais annoncé qu'on prévoit une récession pour l'économie canadienne. Or, on l'a vu, là, cette récession-là ne s'est pas matérialisée. Une des raisons, c'est qu'on s'est fait déjouer un peu par l'évolution de la population, donc la démographie. Il y a eu une forte croissance de la population au cours des derniers trimestres. En fait, on a atteint un rythme de croissance qu'on n'a jamais vu de la population depuis près de 50 ans. Évidemment, ce qui est en arrière de ça, c'est beaucoup l'immigration, et l'immigration de résidents permanents temporaires. Et ça vient vraiment gonfler la population. Et on peut le voir, le Québec, évidemment, le vert pâle, c'est un petit peu moins rapide en termes d'augmentation. Mais quand même, pour le Québec, même si on est un petit peu en bas du Canada en termes de rythme de croissance, pour le Québec, ça demeure quand même aussi le rythme de croissance de la population le plus élevé depuis pas loin de 50 ans. Donc, c'est vraiment majeur ce qui se passe du côté de la population. Puis ça a des répercussions sur l'économie. Évidemment, ça vient gonfler la demande,
ça vient avoir des répercussions aussi sur le marché de l'habitation. Donc, il y a beaucoup de répercussions et ça vient un peu gonfler, dans le fond, la demande et la croissance économique artificiellement, on peut dire ça comme ça, par le biais de cette croissance démographique. Puis une façon de le voir l'effet, tant au Canada qu'au Québec, en fait, on fait la comparaison entre les données officielles du PIB réel, donc qui est le vert foncé, donc pas vraiment de récession, ça continue à progresser. Même chose au Québec, le PIB réel. Ici, au Québec, il y a eu des petits problèmes temporaires là, qui sont venus amener effectivement des reculs du PIB réel. On parle d'effets ponctuels, donc l'effet des feux de forêt, entre autres, l'effet des grèves dans le secteur de l'éducation et de la santé. Tout ça, c'est venu ajouter un peu de bruit, de sorte qu'on a eu des petites baisses, une petite récession technique, mais pas de véritable récession du côté du Québec. Mais quand on compare, quand on ramène ces mesures-là par habitant, donc évidemment, on sait, là, le vert foncé est gonflé par l'augmentation du nombre d'habitants de population. Quand on ramène ça par habitant, bien, le constat est assez clair, là. Donc, chaque personne subit une baisse de son apport à l'économie et donc vraiment une réduction de la demande par habitant qui est quand même observée tant au Canada qu'au Québec. Donc, on, même si on n'a pas de récession, par habitant, on est quand même en récession là, quand on ramène ça en fonction de la démographie. Et ça va avoir des répercussions importantes là, sur, évidemment, nos projections de croissance. Et si vous avez ici l'évolution justement de la population canadienne par source, donc on a la population naturelle, les migrants, les résidents non permanents temporaires, et on voit donc à quel point ça l'a, évidemment, la courbe noire, c'est le total, à quel point ça l'a fortement augmenté. Et là, ce qu'on prévoit, en fait, c'est qu'il va y avoir un ralentissement. Et ce ralentissement-là, quand on regarde la courbe noire foncée, pourrait être quand même assez prononcé, beaucoup plus prononcé que ce qu'on pensait auparavant, qui est la courbe pointillée. Et la différence entre les deux, en fait, c'est l'annonce du gouvernement fédéral de vouloir, en fait, la volonté de vouloir réduire l'accueil de résidents temporaires non permanents. Et donc, cette volonté-là, évidemment, va avoir des répercussions sur l'évolution de la démographie au cours des prochaines années. Là, la question est de savoir, bon, c'est bien beau avoir cette volonté-là, mais est-ce que le gouvernement fédéral va être capable de parvenir à ces objectifs-là, de vraiment ralentir l'immigration? Honnêtement, on a certains doutes. Et c'est pour ça qu'on regarde une petite gère dans l'évolution, l'impact de tout ça sur la croissance économique. Le vert foncé, vous avez notre scénario de croissance par année pour le PIB réel canadien qu'on avait avant cette annonce-là. Le bleu pâle, c'est selon nos estimations, mettons que le gouvernement fédéral arrive à ses objectifs et parvient effectivement à freiner comme il le souhaite l'immigration. Voici l'impact que ça pourrait avoir sur la croissance économique, donc des taux de croissance, surtout pour l'année prochaine, quand même pas mal plus faibles. Donc, on partait de 2 on serait rendu à 1,3 Le vert pâle, en fait, c'est notre scénario de référence en ce moment. Donc, on coupe un peu la poire en deux. Oui, donc une croissance un peu plus faible que prévu initialement, mais on ne va pas jusqu'au maximum des effets si jamais le gouvernement fédéral parvient à respecter ses objectifs. Donc, en résumé, ici, encore une fois, comme on l'avait fait pour les États-Unis, donc vous avez notre scénario pour non seulement le Canada, mais pour le Québec, donc l'évolution du PIB réel. Donc, pas vraiment de véritable récession pour le Canada, comme on le peut voir. Des croissances quand même assez faibles au début de 2024, mais qui vont commencer à s'accélérer à partir de la deuxième moitié de 2024 et en 2025, quand les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Un peu la même histoire pour le Québec, mais comme on le sait, là, il y a quand même plus de bruit pour le Québec. Donc, oui, donc il y a les feux de forêt, les grèves dans le secteur de l'éducation et de la santé qui vont amener un rebond d'ailleurs au début de 2024. Mais de façon générale, si on enlève ces bruits-là, c'est un peu les mêmes tendances qu'on a partout au Canada et au Québec. Quelques mots sur l'inflation maintenant. Vous avez ici, puis ça c'est intéressant, c'est sûr qu'il y a beaucoup de couleurs, là. Vous avez l'évolution de l'inflation totale, donc la courbe noire au Canada. Mais après ça, on la décompose selon les différentes sources. Donc, les logements, l'alimentation, les soins de santé, le transport, les vêtements, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est où on est. En fait, le dernier point qu'on a, c'est les chiffres d'avril 2024 avec une inflation totale à 2,7. Mais quand on regarde par composante,
de ce 2,7-là, il y en a le 2 tiers qui provient du logement. Donc, une seule composante, logement, explique 2 tiers de l'inflation en ce moment au Canada. Puis au Québec, c'est sensiblement la même chose. Puis le reste des composantes, mais c'est 0,9, c'est ce qui manque là, pour avoir le 2,7. Donc, c'est dire à quel point, dans le fond, que la composante logement tire énormément encore vers le haut l'inflation au Canada. Et ça, quand la Banque du Canada regarde ça, évidemment, il faut qu'elle garde en tête qu'elle a une grande influence sur cette composante-là. Parce que c'est sûr que si la composante logement augmente tant depuis un certain temps, c'est en partie parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, donc ça augmente les frais d'intérêt par le biais des coûts hypothécaires. Et donc, la Banque du Canada a quand même une incidence là-dessus. Et donc, elle ne peut pas attendre que cette composante-là diminue avant de commencer à baisser les taux, parce que dès le moment où on va commencer à baisser les taux, par le fait même, elle va avoir une incidence à la baisse sur cette composante-là. Donc, ça, c'est un élément important à tenir compte pour la Banque du Canada. Ce qu'il faut remarquer, c'est vraiment plus les grandes tendances pour la Banque du Canada et les références. Puis, on peut le voir d'ailleurs sur le total, là. Quand on regarde nos projections, là, on anticipe qu'on va continuer à baisser, atteindre possiblement 2 d'ici la fin de l'année. Un peu de volatilité, mais en 2025, on va revenir vers le 2 de façon quand même pas mal plus durable. Donc, la Banque du Canada, évidemment, quand on regarde ces projections-là, normalement, elle devrait être quand même très rassurée que l'inflation est quand même bien maîtrisée et en voie d'être bien maîtrisée au Canada. Un risque quand même à surveiller au Canada au niveau de l'inflation, c'est, on le sait, là, il y a beaucoup de perturbations en ce moment au niveau du transport maritime. On a juste à penser, par exemple, au canal de Panama, à ce qui se passe en mer Rouge. Donc, il y a quand même un potentiel de risque de perturbation importante sur le transport maritime. Et ça pourrait faire augmenter évidemment le coût de transport, mais aussi les prix un peu partout sur la planète. D'ailleurs, c'est un des éléments qui avait contribué à augmenter les fameux prix là, en 2021-2022. Donc, toute la problématique de la chaîne d'approvisionnement s'est reflétée dans ce prix du transport maritime-là. On le voit là, avec les récents événements, ça commence à monter. Évidemment, on est loin des niveaux qu'on avait atteints en 2021-2022, mais c'est un risque qui est quand même à surveiller pour les prochains trimestres, prochaines années. Quand on regarde tout ça, donc une inflation qui est maîtrisée, les effets restrictifs des hausses de taux qui se font sentir, on le voit là. Donc, la table est quand même pas mal mise là, pour commencer à baisser les taux d'intérêt. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada nous l'a dit lors de la dernière rencontre de la Banque du Canada en avril, que quand ils regardent ce qui se passe en ce moment, bien, les conditions sont quand même déjà en avril remplies pour pouvoir commencer à baisser les taux d'intérêt, mais on voulait patienter encore un peu, juste pour être bien sûr, là, être certain que cette tendance-là se poursuivait. Là, on est rendu fin mai, presque en juin. La Banque du Canada, c'est la semaine prochaine. Je pense que, évidemment, on l'a vu, là, toutes les tendances se sont poursuivies dans la bonne direction. Donc, la table est mise là, pour commencer à baisser les taux d'intérêt au Canada. C'est pour ça que chez Desjardins, nous, on prévoit qu'effectivement, la semaine prochaine, il va y avoir une première réduction des taux d'intérêt de la Banque du Canada. Cette première réduction-là devrait être suivie par 3 autres baisses par la suite d'ici la fin de 2024. Et il va y en avoir d'autres, évidemment, en 2025. Et ça va avoir des répercussions sur l'ensemble des taux d'intérêt qui vont continuer à baisser un peu partout là, sur l'ensemble de la courbe. Un message important, par contre, à souligner, c'est de regarder le niveau vers lequel on va tendre. Donc, on va atteindre un niveau quelque part dans le coin de 2,5 pour le Canada en termes de taux d'intérêt directeur. Et normalement, on devrait se stabiliser dans ce coin-là. Et ça, c'est important de comprendre que ce niveau-là de taux d'intérêt, à peu près 2,5, ça correspond au taux d'intérêt neutre pour le Canada. Donc, c'est un taux d'intérêt qui n'est ni restrictif ni expansionniste. Donc, on ne pèse pas sur le gaz, mais on ne pèse pas sur le frein non plus à ce niveau de taux d'intérêt-là. Et c'est vers ça qu'on devrait tendre au Canada. Donc, le message, c'est attendez-vous pas à ce que ça baisse beaucoup plus. Attendez-vous pas à ce que les taux d'intérêt reviennent à pratiquement zéro comme on l'avait connu en 2020-2021. Ça, c'est une anomalie. C'est quelque chose qui est inédit. Et probablement que ça se reproduira. Là, j'ai de la misère à dire jamais parce qu'on a beaucoup vécu de choses qu'on pensait que ça ne se produirait jamais au cours des dernières années.
Mais ça serait très étonnant qu'on revive ça de notre vivant, pareille situation. De sorte que au niveau des anticipations, là, oui, des baisses de taux, mais il faut quand même s'attendre à ce que ça se stabilise à un niveau quand même plus élevé qu'avant la pandémie. Et ça va avoir des répercussions, ce scénario de taux d'intérêt-là, entre autres sur le dollar canadien. J'ai parlé de la Banque du Canada qui va commencer à baisser ses taux d'intérêt probablement la semaine prochaine. Du côté de la Réserve fédérale américaine, c'est autre chose. On l'a vu. Premièrement, la croissance économique est beaucoup plus résiliente aux États-Unis. Puis là, je n'ai pas montré de graphique parce qu'il faut faire des choix, mais au niveau de l'inflation, il y a beaucoup plus de croissance de l'inflation, beaucoup plus de résilience aussi du côté des États-Unis pour l'inflation. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et donc, la Réserve fédérale américaine se retrouve un peu dans un dilemme parce que, bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'inflation qui montrent des signes de hausse puis de résilience, pas de croissance. Donc, dans ce contexte-là, la Réserve fédérale américaine là, va devoir être beaucoup plus patiente que d'autres banques centrales. Et donc, on va probablement devoir patienter à l'automne prochain pour commencer à baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. C'est sûr que, évidemment, les élections font en sorte qu'il y a comme une fenêtre où c'est difficile pour la Réserve fédérale américaine de bouger pendant cette période-là. Donc, c'est pour ça qu'on pense que la première réduction aux États-Unis va être en novembre. Donc, au Canada, on commence en juin, aux États-Unis en novembre. Donc, évidemment, il va s'accumuler des écarts en termes de taux d'intérêt parce qu'on va probablement baisser 4 fois au Canada les taux d'intérêt. Tandis qu'aux États-Unis, si on peut baisser 2 fois, ça va être quand même une bonne chose. Donc, des écarts de taux qui vont être quand même assez défavorables pour les investisseurs canadiens, de sorte que ça va amener probablement une légère dépréciation du dollar canadien. Et vous voyez dans nos projections, le vert foncé, le dollar canadien, oui, on anticipe une légère dépréciation, là, mais c'est rien de catastrophique. Là. Donc, le message, c'est la Banque du Canada peut amplement se permettre de faire cavalier seul et commencer à baisser ses taux d'intérêt, même si la Réserve fédérale américaine va probablement patienter davantage avant de bouger. Quelques mots sur le marché immobilier. Et après ça, j'ai quelques mots sur la productivité. Je vois qu'il me reste 15 minutes, donc je vais accélérer le tempo un petit peu. Donc, ici, vous avez évidemment nos projections sur les taux qui impactent le marché immobilier, donc les taux hypothécaires variables et les taux fixes 5 et plus. Sans surprise, évidemment, le scénario de baisse de taux qu'on anticipe pour la Banque du Canada et les marchés obligataires vont se refléter là-dessus. Ce qui est important de noter, par contre, c'est malgré ces baisses de taux d'intérêt-là, donc on le voit avec la courbe vert pâle, malgré la baisse des taux d'intérêt qu'on anticipe, oui, l'abordabilité va s'améliorer un peu, mais ne va pas vraiment beaucoup s'améliorer. En fait, malgré cette amélioration-là, on est loin encore d'atteindre le niveau qu'on avait en termes d'abordabilité avant la pandémie. Donc, il va y avoir encore quand même beaucoup de chemin à faire. Et malgré ces baisses de taux-là, je pense que le, le climat, les conditions du marché de l'habitation vont demeurer quand même inabordables. Je pense que c'est le message qu'il faut retenir pour encore quelques années. Il y a déjà des répercussions, en fait, avec un marché tant inabordable dans la construction neuve pour acquérir une nouvelle propriété. Bien, ça a des répercussions de plus en plus sur le locatif. Ici, vous avez un indice sur le taux d'inoccupation des logements locatifs. Donc, la moyenne 2010 puis 2019, puis où on en est avec le dernier chiffre qu'on a pour 2023, et on le voit, là, les taux d'inoccupation ont chuté partout, partout, partout de façon importante. À Montréal, à Québec en particulier, la chute a été très importante, donc des pressions de plus en plus importantes sur le locatif en raison de cette inabordabilité pour les propriétés. Et ça l'amène de plus en plus de pression à la hausse sur les loyers. Donc, vous avez ici une évolution historique là, de l'évolution des loyers en vert foncé avec l'évolution des salaires moyens. Puis, normalement, ça se suit quand même assez bien. Mais on le voit, là, depuis 2-3 ans, les loyers augmentent beaucoup plus rapidement que les salaires en raison de ces pressions qui sont de plus en plus présentes sur le marché. Évidemment, ça se répercute sur la composante logement de l'ITC que je vous ai montré tantôt, cette augmentation des loyers-là.
Et évidemment, ça a un effet quand même restrictif de façon quand même assez importante là, sur les dépenses de consommation des ménages. Et évidemment, là, tout le monde regarde ça, puis tout le monde se dit qu'il faut faire quelque chose. Puis en fait, la tâche est quand même assez ardue. Vous avez ici des estimations, en fait, sur le parc d'habitation, le parc de logement. Ça, c'est les propriétés, les locatifs, donc l'ensemble des logements au Canada. Et vous avez l'évolution des logements selon le scénario actuel, là. Donc, c'est des zones vert pâle. Donc, par exemple, en 2024, le nombre de logements devrait atteindre 17 millions dans la façon qu'on fait en ce moment. Donc, si la tendance se poursuit, puis si on continue à faire les choses de la même façon, ben, on se projette jusqu'en 2030, on devrait être rendu à 18,2 millions de logements. Mais ce que la CHL nous dit, écoutez, pour vraiment ramener un climat d'abordabilité plus favorable, il faudrait construire beaucoup plus. Puis ça, c'est là qu'on arrive avec les parties vert foncé. Et par exemple, en 2030, il faudrait être capable d'avoir construit 3,5 millions de logements supplémentaires que qu'est-ce qu'on pensait construire de plus pour ramener un certain degré d'abordabilité dans le marché. Puis là, quand on parle aux intervenants, tout le monde nous dit 3,5 millions de plus que qu'est-ce qu'on pensait faire, c'est quasiment impossible dans l'état actuel. Et là, c'est là qu'il faut sortir de la boîte, puis il faut penser des choses autrement. Puis là, évidemment, dans notre scénario, quand on regarde l'évolution des ventes de propriétés existantes, des mises en chantier, oui, on prévoit des augmentations en 2024 puis 2025, mais on le voit, là, c'est quand même assez relativement modeste, puis on le voit, là, on aurait besoin de beaucoup plus. Et ça a des répercussions aussi, évidemment, sur l'évolution des prix qu'on anticipe. Donc, pas vraiment de baisse de prix en passant pendant les récentes difficultés. Et avec la baisse des taux d'intérêt et la demande qui va revenir au rendez-vous, on pense que les prix des propriétés vont recommencer à monter graduellement au Québec. Et là, ça m'amène à. Bon, il faut sortir faut sortir de la boîte et penser autrement de plus en plus sur le marché de l'habitation parce qu'on a des sérieux problèmes au Canada puis au Québec. Une façon de le réaliser, en fait, c'est quand on compare le délai pour l'obtention d'un permis de bâtir en nombre de jours. Vous avez les comparaisons internationales. Le Canada se situe en avant-dernière position. Donc, c'est une des places dans le monde que ça prend le plus de temps pour obtenir un fameux permis de bâtir. Bien, évidemment, ça, c'est pour l'ensemble du marché. Évidemment, il y a certains segments, c'est plus rapide, puis etc. C'est des moyennes. Mais on le voit, là, il y a vraiment beaucoup de bureaucratie qui fait en sorte que les délais sont très importants au Canada. Une autre façon de le voir aussi, c'est évidemment par le biais de l'immigration. J'ai parlé de la population qui avait beaucoup augmenté grâce à l'immigration, entre autres. Mais quand on regarde la proportion d'immigrants qui travaillent dans le secteur de la construction, ben, c'est quand même très, très faible. En fait, si on fait des comparaisons au Canada, on est rendu à 29 d'immigrants et de résidents non permanents, 29 d'immigrants et de résidents non permanents pour l'ensemble des industries. Mais quand on se concentre juste à la construction, on est rendu à 22 seulement. Et quand on regarde la part des emplois au Québec pour les immigrants et les résidents non permanents, sur le total, on est à 20. Mais quand on se concentre sur la construction, on est rendu seulement à 9 Donc, on voit que cette industrie-là ne parvient pas à attirer des immigrants et par le fait même, venir gonfler sa force de travail. Donc, déjà là, il y a une certaine problématique. L'autre problématique, c'est la productivité. Puis, je vais vous dire quelques mots bientôt pour l'ensemble de l'économie. Mais quand on regarde l'évolution de la productivité dans la construction résidentielle entre 2012 et 2022, on a des gains cumulatifs de 7,6 au Canada, puis on est seulement à 0,9 pour le Québec. Donc, clairement, là, il y a vraiment un manque de gains de productivité au Québec dans le secteur de la construction. Puis là, évidemment, je fais un résumé, là, c'est la fameuse annonce du gouvernement fédéral qui a publié récemment, je pense, avec 29 pages, avec à peu près 60 mesures pour venir faciliter l'accès à la propriété. Plein de bonnes choses. Ici, vous avez un résumé très intéressant. Mais évidemment, on a des doutes, là. C'est très ambitieux comme programme. Si le gouvernement fédéral parvient à mettre tout ça en place, je
pense qu'on commence à avoir un début de solution pour le futur, mais encore une fois, il va falloir surveiller de près. Puis on a encore un petit doute là, sur la capacité du gouvernement fédéral de mettre tout ça en place au cours des prochaines années. Donc, je termine avec la productivité. Je trouvais ça important de vous en parler. Je sais que vous êtes un auditeur d'ingénieur, donc je suis certain que ça va vous interpeller, là, cette problématique de productivité. Vous en avez sûrement entendu parler. Mais des fois, de voir des comparaisons, là, ça parle beaucoup. Et si vous avez un indice d'innovation qui est compilé par Bloomberg, et en fait, on regarde donc l'évolution de cet indice-là dans différents pays dans le monde, et on le voit à quel point que le Canada là, fait piètre figure en termes d'innovation sur la planète. Donc, il y a vraiment une problématique importante de ce côté-là. Puis une des raisons, en fait, c'est qu'on n'investit pas beaucoup, en fait. Quand on regarde ici l'évolution de l'investissement des entreprises, puis on sépare ça par catégorie, puis on regarde la moyenne là, de 2015 à 2023, puis on compare Canada et États-Unis. Donc, États-Unis, c'est vert foncé, Canada, c'est vert pâle. On le voit, là, dans toutes les catégories, on est en retard, puis il y a des écarts très importants dans plusieurs catégories là, par rapport à ce que les entreprises investissent aux États-Unis versus ce que les entreprises canadiennes investissent, entre autres au niveau des logiciels, la recherche, développement, bref, toutes les catégories, là, on est vraiment en net retard. Puis là, ça, c'est une tendance, pour une période de 2015 à 2023. Donc, c'est quand même assez lourd comme tendance. Et on le voit, là, les répercussions sur la productivité. Si vous avez l'évolution du PIB réel par heure travaillée, donc une façon d'estimer la productivité, et on le voit là, bon, 2013, 2015, on n'était pas si loin que ça, mais en fait, depuis quasiment, ça a commencé même avant la pandémie, il y a vraiment eu un écart très important qui a commencé à s'accumuler en termes de productivité. Du côté canadien, on voit qu'il ne se passe rien. En fait, on a même perdu un peu de terrain en termes de productivité. Puis, selon les projections de l'OCDE, il n'y a pas grand miracle à attendre pour les prochaines années du côté de la productivité pour le Canada. Puis quand on se compare aux États-Unis, là, on voit la différence importante. Puis les fameux investissements qu'on a vus là, qui portent fruit aux États-Unis. Quand on regarde les projections, il y a même des gains de productivité qui sont encore prévus aux États-Unis par l'OCDE au cours des prochaines années, de sorte que l'écart va continuer à s'agrandir entre les deux pays. Puis ça, c'est important quand on parle de productivité. En fait, pour plusieurs raisons, mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, parce que oui, là, avec les difficultés économiques, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre ont un peu été mis de côté, mais c'est clair qu'ils vont refaire surface dès que l'activité va reprendre un peu. Puis évidemment, du côté de la population, on l'a vu, les gains vont être un peu plus faibles dans les prochaines années. Donc, c'est clair et certain que la problématique de pénurie de main-d'œuvre va refaire surface. Puis une façon de contrer la pénurie de main-d'œuvre, c'est s'assurer que chaque travailleur produise davantage. Donc, d'où l'importance d'avoir des gains de productivité. Et pourquoi tout ça est important? C'est à terme, en fait, ce que ça veut dire, ce qui est déterminant dans ça, c'est le potentiel de croissance économique pour le Canada. Donc, de façon très, très sommaire, là, en fait, à long terme, la croissance d'une économie dépend de deux facteurs. Premièrement, la croissance de sa population. Et le deuxième facteur, la croissance de sa productivité. Donc, à quel point qu'il y a de plus en plus de monde et à quel point ce monde est capable de plus en plus produire. Et ça, c'est les deux facteurs qui déterminent le potentiel de croissance à long terme d'une économie. Et on le voit, là, la population, même si on a fait des gains avec l'immigration récemment, il y a des limites jusqu'où on peut aller en termes d'immigration. Puis évidemment, la croissance naturelle est très, très faible. Donc, on est un peu condamné à avoir éventuellement des gains de productivité pour maintenir un potentiel de croissance au cours des prochaines décennies qui est comparable à d'autres pays industrialisés si on ne veut pas perdre un peu notre position sur l'échiquier mondial. Donc, c'est des enjeux quand même très importants. Merci beaucoup, M. Durocher. Très intéressant, surtout très instructif. Ça nous donne une position relative par rapport à plusieurs pays à l'international et aussi surtout à l'égard du géant américain qui est notre voisin immédiat.
Je vous laisse reprendre votre souffle quelques instants. Je lis un commentaire avant de passer aux questions et à l'égard des questions, il est toujours temps de nous en soumettre via le module Q&A. René commente, je travaille dans le domaine de la vente de composantes qui proviennent en grande partie de la Chine. Les trajets des bateaux ont beaucoup augmenté. Il manque actuellement de bateaux pour faire le transport. Le matériel s'accumule dans les ports. Une hausse des prix de transport par bateau vient de débuter et on ne sait pas jusqu'où ça va monter. L'inflation va donc repartir dans les prochains mois à la hausse. Il se dit désolé de nous apporter ce commentaire, mais on sait que c'est une réalité. Je commence par une première question qui parle de fiscalité américaine. Je crois comprendre que c'est effectivement le cas. Les taux d'intérêt sur une hypothèque aux États-Unis, est-ce que c'est déductible d'impôt? Oui, ils sont déductibles d'impôts. Alors, ça leur Euh, donne, d'un point de vue fiscal puis du revenu global, là, une incidence différente par rapport à la réalité de l'hypothèque, là. tout à fait, mais oui, donc ça joue effectivement sur l'accès à la propriété aux États-Unis, chose qu'on n'a pas ici. Mais c'est deux, moi je pourrais dire, c'est deux marchés tellement différents, tu sais, c'est difficile de faire des comparaisons. Parce que tu sais, l'immobilier, là, c'est très local, hein. Même on présente des moyennes pour le Canada puis le Québec, mais même au Québec, c'est très différent ce qui se passe à Montréal versus ce qui se Oui, passe à tout à fait. Trois-Rivières. Donc, le marché de l'habitation, c'est un marché qui est tellement local. Dans ce contexte-là, les divergences de fiscalité ont moins d'impact. Une autre question, est-ce que l'effet maximal du taux d'intérêt est aussi observable entre 6 à 8 mois lorsque le taux prévoit de redescendre au lieu de monter? Donc, quand c'est à la baisse, ça a le même impact? Bonne question, oui, merci. Effectivement, c'est symétrique. Donc, quand on va baisser les taux d'intérêt, oui, il y a un petit effet quand on l'annonce, mais ça va prendre aussi 6 à 8 trimestres avant d'avoir le plein effet. Et c'est pour ça aussi que la Banque du Canada ne doit pas trop attendre. Parce qu'évidemment, la Banque du Canada, c'est tout le temps un jeu d'équilibriste, hein. Le danger, c'est de trop attendre avant de baisser les taux d'intérêt parce on est trop incertain au niveau de l'inflation. Va-tu vraiment se rendre à 2? Mais si on attend d'être à 2 puis d'être stable à 2 avant de commencer à baisser les taux d'intérêt, bien, c'est là qu'il risque d'être trop tard parce qu'on va avoir attendu trop longtemps. Puis à ce moment-là, l'effet restrictif des taux d'intérêt va être beaucoup plus marqué. Puis en fait, il va même avoir un danger, peut-être même de légère récession. Donc, c'est important pour la Banque du Canada d'être proactif et c'est une des raisons pourquoi on pense on devrait commencer bientôt à baisser les taux au Canada. Excellent. Une question un peu plus technique, mais très pertinente. Mo demande comment est déterminé l'indice de pression sur les approvisionnements? Ah, c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. C'est un organisme international, là. Je pourrais vous revenir sur plus la méthodologie de cet indice-là, mais je ne la connais pas par cœur, malheureusement. Ouais, sûrement un certain nombre de composantes qui entrent dans le calcul. Nour nous demande si la Banque du Canada ne baisse pas le taux la semaine prochaine, quel est l'impact sur les prédictions de Desjardins? En fait, mais supposons que la Banque du Canada ne baisse pas la semaine prochaine, il va y avoir quand même de très grosses probabilités qu'elle va baisser lors de sa prochaine rencontre en juillet. Il faut se rappeler qu'en juillet, la Banque du Canada va aussi publier son rapport sur la politique monétaire, qui est un gros rapport qui lui permet aussi d'expliquer un peu ses vues et ses prévisions. Donc, ça se peut qu'elle désire patienter peut-être jusqu'à juillet pour commencer à baisser ses taux d'intérêt. Mais honnêtement, pour l'économie, puis pour nos projections économiques, puis nos prévisions, tu sais, entre les deux rencontres, il y a à peu près 6 semaines. Ces 6 semaines, honnêtement, ça ne fait pas une grosse différence sur notre scénario, puis sur nos projections, puis sur l'économie canadienne et québécoise. Là, ça fera pas une grosse différence. Ce qui pourrait faire une différence, c'est pour une raison X que la Banque du Canada préfère attendre que la Réserve fédérale américaine soit prête à baisser ses taux d'intérêt avant de commencer, elle aussi, à baisser ses taux d'intérêt. Là, c'est là le danger, d'attendre trop, puis d'avoir trop d'effets restrictifs. Mais là, on est dans un scénario alternatif. Là. Vraiment, notre scénario, Hmm, si c'est pas juin, ça risque d'être juillet. Là. C'est vraiment à court terme, là, le début des baisses de absolument. taux. Absolument. Sans vous faire porter le chapeau d'un conseiller hypothécaire, une question, selon vous, faut-il fixer un taux hypothécaire variable ou le laisser baisser? Autrement, est-ce que la baisse à venir sera suffisante pour combler l'écart actuellement entre un taux fixe et un taux variable?
c'est très difficile de répondre à cette question-là. D'une part, chaque personne a un contexte particulier. Les offres hypothécaires diffèrent d'une personne à l'autre, donc c'est très difficile à me prononcer. Puis comme vous l'avez mentionné, je ne suis pas conseiller personnel, donc je ne peux pas me prononcer. Ce que je peux dire, par contre, c'est juste répéter nos anticipations. Donc, on pense qu'en ce moment, on est à un sommet au niveau des taux d'intérêt et on anticipe donc des baisses pour 2024, 2025 et même jusqu'en 2026, mais qui va plafonner quelque part aux alentours de 2,5 pour le taux d'intérêt directeur à terme. Donc, les gens, après ça, une fois qu'ils ont ces projections-là en tête, c'est à eux de prendre la meilleure décision en fonction de leurs besoins. Édouard nous demande pourquoi la pénurie de main-d'œuvre est si grande au Canada alors que la population continue d'augmenter drastiquement? En fait, quand on regarde les indices de pénurie, en fait, on regarde beaucoup le taux de postes vacants. Donc, c'est le nombre de postes qui est vacant par rapport au nombre d'emplois qui est occupé. Ce taux de postes vacants-là, il a effectivement beaucoup diminué au cours des derniers mois. Donc, parce qu'évidemment, la population augmente, l'immigration augmente, donc le bassin de travailleurs augmente, puis ces travailleurs-là viennent occuper des postes vacants. Donc, ça, effectivement, on le voit. Puis, en fait, c'est venu même jouer un peu un rôle de tampon sur le marché du travail, parce que normalement, avec le ralentissement économique qu'on a connu, on aurait dû avoir quand même une bonne augmentation du taux de chômage. Mais on a observé une certaine augmentation, mais pas aussi prononcée qu'on aurait pu le voir, justement par cet effet tampon-là, des postes vacants qui étaient là, qui étaient présents, qui étaient comblés de plus en plus par les immigrants. Aussi, il y a certaines entreprises, au lieu de mettre à pied un travailleur, bien, ils vont simplement laisser tomber un poste qui est vacant, donc c'est toujours plus facile. Mais ça, c'est du temporaire, là. Quand on fait des projections sur les 5, 10 prochaines années, quand on regarde l'évolution de la population naturelle au Canada, on ne peut pas compter tout le temps sur l'immigration pour venir compenser cette faiblesse-là. Puis, on a juste à voir ce qu'on a vécu au cours des 2 dernières années, à quel point ça a été rapide, la croissance de la population, mais tous les problèmes, entre autres, que ça a amené sur l'octroi des services publics, sur le marché de l'habitation, à quel point c'est venu amener beaucoup de distorsions en gonflant la demande. Donc, on voit qu'il y a quand même un frein à une certaine capacité au niveau de l'immigration. Donc, dans ce contexte-là, la problématique de pénurie de main-d'œuvre, c'est une problématique démographique qui va perdurer encore pour quelques décennies. D'accord, d'accord. On a aussi un commentaire de Jean-Yves qui nous dit que notre immigration semble trop élevée au Québec selon notre gouvernement, mais il faut comprendre aussi on fait partie de pays qui ont des ententes au niveau de l'immigration et ces ententes-là nous imposent d'accueillir sous plusieurs formes les statuts d'immigration. Alors ça, c'est une réalité qu'on vit particulièrement au Québec et au Canada. Euh, une autre demande, est-ce que la baisse des taux prévus pour impacter le taux de change Canada-États-Unis, surtout dans un contexte pré-estival, alors que plusieurs préparent probablement des vacances sur la côte Est, là? Oui, en fait, on prévoit une légère dépréciation, comme je l'ai mentionné, justement en raison de ces écarts de taux d'intérêt-là qui vont être défavorables au dollar canadien dans un contexte où la Banque du Canada commence à baisser ses taux d'intérêt, puis que la Réserve fédérale va devoir patienter un peu plus, probablement à l'automne, avant de commencer à faire ses propres baisses de taux d'intérêt. Mais on le voit, là, ce qu'on prévoit en termes de dépréciation, c'est quand même assez limité. Donc, oui, une légère dépréciation, mais pas d'une grande amplitude, là. Excellent. Une autre question. Jusqu'à quel point une crise du logement pourrait dégénérer au Québec avec tous les paramètres qu'on connaît? Puis bon, vous nous avez soulevé aussi le délai pour produire un permis. Puis on sait que c'est un débat actuel. Même la mairesse Plante, qui est prise dans un dilemme à cet égard-là, elle a jusqu'à promis une délivraison plus rapide, mais on connaît les délais de la construction. Vous avez parlé de la main-d'œuvre aussi. Jusqu'où ça pourrait se rendre, la crise du logement? Mais je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins en ce moment, dans le sens où j'ai jamais vu autant de volonté depuis plusieurs années de la part des gouvernements à vouloir corriger la situation. Donc, il
il y a des actions du côté du gouvernement fédéral, du côté des provinces, du côté des villes. Il y a même évidemment le secteur privé qui est mis en œuvre, entre autres Desjardins, là, avec euh, la construction de logements abordables. Donc, je pense que tout le monde s'en va dans la bonne direction. C'est sûr que ce genre de mesures-là, ça prend un certain temps avant de se mettre en place. Mais j'étais quand même assez confiant que d'ici quelques années, on va avoir été capable d'augmenter l'offre de façon quand même assez considérable, tant du côté des maisons, des propriétés que du locatif, et qu'on va être capable de réduire un peu les pressions et réduire le déséquilibre qu'on a en ce moment entre l'offre et la demande. Mais c'est un risque qui est latent, parce que c'est vrai que si on ne parvient pas à ces objectifs-là, la demande, elle reste très vigoureuse. Puis à ce moment-là, ben, avec une demande aussi vigoureuse, ben, c'est tous les problèmes d'abordabilité qui vont se poursuivre, puis qui vont continuer, puis avec l'augmentation des prix qui va également se continuer. Donc, c'est un risque latent. Mais j'aime à penser que je suis peut-être un peu optimiste dans la vie, mais j'aime à penser qu'on s'en va dans la bonne direction. Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, il faut voir les choses d'un bon œil. Il y a plusieurs acteurs, autant au niveau gouvernemental qu'institutionnel, qui travaillent très fort à tenter de résorber cette réalité-là. Peut-être une question un peu plus philosophique. Avec tout ce qu'on a vécu au cours des dernières années, il y a notamment eu un contexte pandémique, on le sait, mais ça a eu des impacts extrêmement importants sur plusieurs paramètres socio-économiques. Ben, il y a Guillaume qui nous demande est-ce que Desjardins croit que la croissance économique d'un pays ou d'un territoire est un concept éternel? Est-ce qu'avec tout ce qu'on a vécu, il ne pourrait pas à un moment donné avoir un barème de santé socio-économique différent qui pourrait venir un peu pondérer la question du simple PIB et de la réalité économique? Ah, c'est une très bonne question. En fait, on, on se pose la question aux études économiques chez Desjardins depuis quelques années. On a même publié certains travaux là-dessus. C'est vrai que c'est une mesure un peu simple, le fameux PIB réel. La réalité, c'est qu'en ce moment, même si c'est imparfait, on n'a pas de meilleur pour calculer la croissance économique. Mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce moment, puis je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres mesures qui soient développées au cours des prochaines décennies pour tenir compte effectivement d'aspects un peu plus sociaux, avec évidemment toute la transition énergétique aussi qui s'en vient. Ça aussi, donc, faut changer nos façons de faire, nos façons de voir les choses, et par le fait même, probablement, nos façons aussi de mesurer l'évolution et les progrès qu'on fait dans ces domaines-là. Donc, oui, beaucoup de travaux pour Oui. supplier à cette mesure imparfaite, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de meilleur. Bon. Écoutez, on aurait plusieurs questions pour poursuivre le débat, la discussion, mais on va mettre fin à cette période de questions. Je vous remercie énormément, M. Durocher, pour votre contribution. Je pense que ce sera suffisamment apprécié pour qu'on s'interroge sur quelque chose qui pourrait devenir une tradition chez nous. Merci encore. C'était extrêmement instructif, fort bien documenté aussi. Merci aussi à vous tous à la maison au travail d'avoir assisté au webinaire présenté par Desjardins. On espère que ça vous a plu.